Ces titres dans ce journal, agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, porte la voix de la RDC à la 50e session de l'AFP à Paris. Vous suivrez le détail dans ce journal. Grande joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de chambre des différents parlements, membres de cette structure, ont visité les bâtiments de l'Académie française. Reportage signé par Christian Lissou. Le jeudi 2 juillet, l'Institut de France, au siège de l'Académie française, a ouvert ses portes aux invités des présidents des deux chambres du Parlement français pour une procession digne d'un pèlerinage dans cette institution qui incarne la langue française. Pour cette deuxième journée de la 50e session de l'Assemblée parlementaire francophone, les membres du bureau de l'APEF et les présidents des chambres des pays francophones ont été conviés dans les sanctuaires de la langue française, lieu qui rassemble depuis des siècles des personnalités qui ont illustré cette langue, à savoir les poètes, romanciers, dramaturges, critiques littéraires, philosophes, historiens, scientifiques, militaires de haut rang, des hommes d'État et des dignitaires religieux. Rassemblés dans la salle de la Coupole, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, le professeur Vital Kamerhe, à côté de son collègue du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, ont suivi avec attention, aux côtés de leurs collègues de pays francophones, les mots d'accueil du chancelier de l'Institut de France, Xavier Dacros, et du secrétaire perpétuel de l'Académie française, Amen Mahalouf, remercié par le président de l'Assemblée parlementaire francophone, Hilarion Atong, qui a rappelé la force de la langue française, traduite par le rassemblement d'une diversité culturelle à travers la francophonie. Gérard Larcher, président du Sénat français, a rappelé la genèse de la langue française, singularité qui rassemble tous les pays de la francophonie et dont les académiciens suivant durant des siècles à l'Académie française ont été des grands vecteurs dans le monde. Après ces moments de convivialité, le membre du bureau de l'APEF et les présidents des chambres des pays francophones ont fait la ronde de ces prestigieux bâtiments qui a traversé des siècles avec les trésors qui y est logé à l'instar de la bibliothèque de 2 millions d'ouvrages où est gardée entre autres la toute première édition du Fable de La Fontaine réalisée par Jean de La Fontaine au XIXe siècle et les manuscrits du Lys dans la vallée de Honoré de Balzac. Le point culminant fut la salle où travaillent les membres de l'Académie française, lieu sacré où se rédigent les différentes éditions du dictionnaire français. Toujours dans l'actualité, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba, a tenu à Kinshasa un point de presse pour éclaircir la situation épidémiologique du choléra en République démocratique du Congo. Suivez les détails dans cet élément signé par Ginelle Pézou. Face à la recrudescence préoccupante des cas de choléra enregistrés dans plusieurs provinces du pays, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a présenté à la presse nationale et internationale l'état actuel de l'épidémie. Il a adressé le bilan des actions de riposte des entreprises. Nous avons déjà à peu près 17 provinces qui ont notifié des cas qui ont été confirmés ou des cas qui sont des cas suspects. Donc le premier chiffre que vous pouvez retenir, c'est celui-là, c'est qu'on a à peu près 17 provinces qui sont touchées. La deuxième chose, c'est que nous avons des provinces nouvelles, en fait, pour arriver à ces 17, donc à 14, c'est qu'il y a eu 3 nouvelles provinces qui sont la Chopo, la Mongala et le Kivu, ce qui fait donc qu'on est à 17 provinces. Et le Maïdombe plutôt. Nous sommes donc à 17 provinces avec le Maïdombe. En termes de nombre de cas au total, depuis que l'épidémie a commencé, nous sommes autour un peu plus de 33 000 cas qui ont été signalés. Au cours de la dite point de presse, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a annoncé des mesures renforcées. Donc le premier message vraiment, c'est que moindre signe, et les signes, il y en a 2, je viens de vous les donner, c'est diarrhée et vomissement. Allez au centre de santé le plus proche. D'ailleurs, le numéro 151
on utilise pour un POX qu'on utilise aussi pour le choléra, vous devez l'utiliser, il est gratuit. Appelez, on va vous renseigner. À cette occasion, l'UNICEF, l'un des partenaires du ministère de la Santé, a remis un lot de matériel et médicaments au ministère de la Santé pour lutter contre le choléra en République démocratique du Congo. Notons que 17 provinces sont touchées à la 26e semaine épidémiologique. Les plus touchés sont la Chopo avec 30%, les Sud Kivu 20%. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est entretenu avec Angèle Samoura, ambassadeur du Royaume de Pays-Bas en RDC au menu de leur entretien. Les processus électoraux en cours suivaient Angèle Samoura au micro de Chanel Pézo une fois de plus. On a eu une très riche échange avec le président de la CENI. Je suis ici pour être informée de la processus des élections en cours pour 2028. Les challenges, les défis, les opportunités, la feuille de route, on a vraiment bien discuté. On a discuté de la situation budgétaire, très important pour organiser des élections, et aussi des soucis et leçons pris des élections de 2024. Mais j'étais impressionnée par l'expertise du staff de CENI et du président de CENI. J'ai bien aimé notre discussion. Liées aux réformes de l'administration publique ont constitué l'essentiel de la rencontre à Kinshasa entre le vice-premier ministre en charge de la fonction publique et le caucus des députés nationaux du Congo central. Dans le cadre de sa démarche de rédévabilité, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a échangé le mercredi 9 juillet 2025 avec les députés nationaux, membres du caucus du Congo central. Objectif, présenter les avancées de la réforme de l'administration publique, notamment la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, la dématérialisation des démarches administratives, la mécanisation, le nouveau système de sécurité sociale et le rajeunissement de l'administration publique. Nous repartons avec des perspectives d'une administration qui va beaucoup changer de visage. Le VPM nous a expliqué dans le moindre détail tout ce qui est en train de se faire ici. Et je dois vous avouer que c'est un grand travail fruit d'une détermination, d'une volonté, surtout d'une conscience face aux défis qui se présentent au niveau de notre fonction publique. Les élus du peuple ont salué ces progrès et réaffirmé leur soutien à cette réforme. Nous partons avec une image claire de la réforme, c'est qu'elle est, comment elle est en train de fonctionner et quels résultats déjà ça donne et quels avantages encore dont nous allons bénéficier demain. Nous accompagnons et nous allons travailler ensemble. La collaboration est démise, nous sortons d'ici très satisfaits et très aguerris. Ils ont également soumis les préoccupations spécifiques de leur circonscription électorale que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'est engagé à prendre en charge pour des solutions durables. On en parle encore dans ce journal. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a visité les bâtiments du rectorat de l'Université pédagogique nationale. Il a profité de l'occasion pour inaugurer le complexe sportif de cet alma mater. Suivez les détails à travers cet élément. Pour la troisième fois consécutive, en l'espace de 2 ans, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé dans le campus universitaire de l'UPN pour se rendre compte de l'effectivité des travaux qu'il avait lui-même lancés en 2021 et dont le premier ouvrage construit ou réhabilité était déjà inauguré en 2023. Ce mercredi, le chef de l'État est émerveillé de visiter le bâtiment du rectorat totalement remis à neuf avec des salles de réunion, une salle de conférence et des bureaux du rectorat totalement équipés. Pour cette troisième phase, le chef de l'État a apprécié la construction du complexe sportif qui porte son nom sur cette colline universitaire. Un terrain de basketball de standard international et un terrain de football répondant au standard FIFA avec une certification de Gianni Infantino, le président de la FIFA.
Assis au milieu des professeurs, étudiants et enseignants, le chef de l'État a suivi les différentes prises de parole. Le représentant des étudiants a remercié le chef de l'État pour la métamorphose de l'UPN. Monsieur le Président, vous avez donné à l'UPN son prestige et aux étudiants leur dignité, a-t-il dit. Quant à la Madame le recteur, elle a reconnu que son établissement a reçu une attention particulière du chef de l'État qui l'a complètement rénové. Notre institution universitaire a été fondée en 1961 comme Institut pédagogique national, IPN en sigle. Il a changé de statut en 2005 pour devenir Université pédagogique nationale, UPN. Nous célébrons cette année le 20e anniversaire de notre université. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous avez fait de la rénovation et de la modernisation des universités le centre de vos préoccupations. Et l'UPN est l'un des grands bénéficiaires de cette vision. Je dirais même à Lingala, aux Ali Papa Nabiso. Avec ces infrastructures, le chef de l'État a lancé les activités sportives dans le milieu universitaire avec un match de football de gala ayant opposé les étudiants de l'IEC à ceux de l'UPN. Dans son cabinet de travail, Alexis Guissaro a reçu une forte délégation composée du ministre central africain en charge de l'équipement et travaux publics, de la commissaire en charge de l'aménagement et infrastructure de la communauté économique des États d'Afrique centrale et du chef de projet de la Banque africaine de développement d'État et commentaires. Une forte délégation composée du ministre centrafricain de l'équipement et des travaux publics, de la commissaire en charge de l'aménagement et infrastructure de la CEAC, du chef de projet de la BAD, séjournant à Kinshasa, a échangé ce mardi 8 juillet 2025 avec le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni. Après la première mission qui a eu lieu entre les experts de deux pays qui ont défini la consistance du projet, sa mise en œuvre et sa structure financière, l'heure est à l'évaluation de ce grand projet régional de facilitation du transport et du commerce sur le corridor économique Bangui, Zongo, Kisangani, Kampala, Bujumbura. Le ministre centrafricain Eric Rokossé se réjouit de l'avancement de ce projet qui conduit déjà à la validation des documents par les autorités des deux pays. Cela fait suite à l'engagement qu'a souscrit la CEAC pour pouvoir, dans le cadre d'un projet de corridor dénommé le CD14, construire des infrastructures de franchissement entre la ville de Bangui et Zongo. Donc nous sommes venus aujourd'hui, c'est juste pour essayer de faire le point sur l'état d'avancement de ce projet. Et je me réjouis que le projet avance très bien, puisque les experts ont travaillé en bonne intelligence, permettre à ce que le document soit rapidement mis à la disposition de les plus hautes autorités pour validation. Souhaitant la bienvenue à cette délégation, le ministre d'État, Alexis Guissaro Mouvouni, croit en l'aboutissement de ce projet intégrateur qui va permettre de stimuler les échanges commerciaux et améliorer les conditions de vie des Centrafricains et des Congolais et relier en même temps le grand corridor africain, une mission que se sont assignés les présidents Félix Tshisekedi et Faustin Archange Touadéra pour leur peuple. Dans un autre chapitre, la province de l'Ituri continue à se démarquer dans le contexte de l'état de siège instauré depuis 2021. Deux investisseurs locaux se mobilisent pour développer des unités de production dans plusieurs secteurs essentiels. Objectif, créer de l'emploi, soutenir et prouver que la stabilité économique peut accompagner les efforts de paix. Nami Katakon fait le point. Nous sommes ici à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, au nord de la ville, dans les quartiers Limbabo. Une usine de production de whisky tourne en plein régime. Dans cette unité industrielle, tout est produit localement. Le conditionnement, la mise en bouteille et la distribution se font sur place. Comme celle-ci,
Plusieurs autres initiatives voient les jours au quartier Kindia. Un projet de traitement et d'embouteillage d'eau potable est en cours de finalisation. L'eau, c'est la vie, dit-on. Les ingénieurs s'activent jour et nuit, encouragés par la sécurité progressive qui règne dans cette zone. Dans ce projet, on va aussi mieux exploiter la production de l'eau minérale. Il y a aussi d'autres qui vont venir. Ils disent que là sont les projets qui sont déjà sur table, sont des machines qui sont déjà développées à la communauté italienne. Nous allons leur but de le soutenir. C'est notre projet. Parce qu'une fois le projet là, ça va aider la jeunesse qui vient à avoir du l'eau et diminuer les taux de chômage. Au sud de la ville, c'est la fabrication des savons qui attire l'attention du grand public. Les ouvriers y travaillent matin, midi, parfois jusque dans les heures tardives. Ici, nous sommes au dépôt des produits finis. Nous produisons du savon pour le développement de notre milieu. Ça ne provient pas de l'Ouganda, mais du Congo. Et c'est là pour aider toute la population de l'Ituri. Une activité rendue possible grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire dans cette partie des Bunia. Clôturons ces journaux avec cet élément sportif, le rencontre de la 59e édition de la Coupe du Congo, précisément celle de demi-finale, ont eu lieu le jeudi 10 juillet 2025 au Stade des Martyrs. MK plutôt a battu AC Rangex 1 but et la Simba s'est imposée 2-1 face à l'UC Soko Zaki. Commentaire de Jerry Roméo Manda. Le Stade des Martyrs de la Pentecôte a accueilli le 10 juillet dernier le rencontre des demi-finales de la 59e édition de la Coupe du Congo baptisée Coupe du Président. Au rendez-vous, d'abord le FC MK Tonchité, triple vainqueur de cette compétition, a eu raison de la Rangers 1-0 grâce à Loïs Katenda. Puis l'AS Simba de Kolwezi, coaché par Daoula Lopembe, a accédé à sa toute première finale d'une compétition nationale en s'imposant 2-1 devant l'US Sokozaki de Butembo. La finale est prévue pour ce 13 juillet, toujours au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Pour rappel, au total, 33 clubs de football de la République démocratique du Congo étaient réunis dans une bataille rude pour s'offrir ces trophées. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Place à présent, rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, porte la voix de la RDC à la 50e session de l'AFP à Paris. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ça n'est complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.